Eh bien, écoutez, bonsoir à tous et merci beaucoup d'être venus si nombreux pour écouter Patrick Boucheron. Je remercie beaucoup d'être là ce soir. C'est la dernière soirée du beau cycle en résonance organisé par le service culturel. Bon, cette année, vous l'avez vu, Patrick Boucheron d'ailleurs devait venir un petit peu plus tôt. Bon, il y a eu un petit problème de santé, mais il a tenu à honorer sa présence avec nous. Je le remercie encore très chaleureusement. Et donc, ce cycle en résonance, il a débuté l'année dernière avec le philosophe Armut Rosa, qui était venu nous parler justement de ce concept de résonance. Et ça nous a vraiment donné envie de poursuivre, de continuer à y réfléchir en invitant des personnalités du monde culturel, universitaire, artistique, à venir justement nous parler chacun de leur propre résonance au monde à travers leur parcours. Donc je remercie beaucoup ce soir Jeanne Roule, Jeanne qui est maître de conférence en histoire et qui va médiévale et qui va interviewer Patrick Boucheron dans un premier temps. Et puis ensuite, bien sûr, la parole sera à vous. Donc préparez déjà vos questions, un micro circulera. Et ensuite, il y a normalement la librairie L'Hériot qui est présente et vous pourrez aussi bénéficier, si vous le souhaitez, d'une séance de dédicace. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir à tous, merci Anne. C'est votre monsieur le professeur, cher Patrick, merci beaucoup, c'est une chance, oui, c'est vraiment une chance pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Bienvenue à chacun. Cette dernière soirée en résonance est une belle clôture puisque, monsieur le professeur, vous avez accepté notre invitation. Vous nous avez fait l'amitié de venir et c'est la deuxième fois, donc nous pouvons parler d'amitié. Anne est là. On remercie aussi Christian Ingrao qui nous a permis de nouer des relations. Et oui, parce que cette soirée est un petit peu spéciale aussi pour nous, notre rapport au monde, votre rapport au monde. C'est aussi une chance de recevoir un professeur du Collège de France, professeur du Collège de France depuis 2015. Vous occupez la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Cette année 2015, nous y reviendrons dans votre rapport au monde. La chaire du Collège de France sera aussi l'objet d'une question. Je ne citerai pas ici tous vos ouvrages, quelques-uns quand même. On a 40 minutes, donc je m'arrêterai à Léonard et Machiavel, Conjurer la peur, merveilleux. La trace et l'aura sur les vies posthumes d'Ambroise de Milan. Nous reviendrons sur peut-être chacun de ces ouvrages. Et surtout, Quand l'histoire fait date, dernier opus d'un triptyque. Donc, Quand l'histoire fait date, c'est un ouvrage qui reprend une série documentaire sur Arte. Alors, peut-être que nous pouvons commencer par cet aspect de votre rapport au monde, puisque vous êtes professeur du Collège de France, c'est-à-dire vous occupez la place la plus imminente de l'enseignement en France. Et pourtant, vous êtes en contact direct avec le public, que ce soit par le théâtre, que ce soit par la radio, on reparlera de Machiavel, et puis là, les séries sur Arte. Comment est-ce qu'on peut envisager, quand on a cette charge imminente, d'aborder, de rencontrer le plus grand nombre et de rendre l'histoire publique? Merci, bonsoir à toutes et à tous, merci de votre accueil. Mettre l'histoire et d'une manière générale le savoir devant la société, pour moi c'est un plaisir, c'est un honneur et c'est une nécessité sociale et politique. On parle souvent de la question de l'engagement. Pour moi, être un historien engagé ne s'entend véritablement que dès lors qu'on s'engage dans le travail historien, dès lors qu'on parle depuis ce que l'on fait. Et moi, ce que je fais, c'est de l'histoire.
c'est une activité, j'allais dire, comme une autre. C'est un métier. C'est depuis ce métier que je tente effectivement de parler, et pas depuis je ne sais quel magistère, depuis une pratique. Et cette pratique, elle est collective, elle est partageable. Donc ça me paraît tout à fait naturel de rendre à la société ce que voilà, on lui doit, c'est-à-dire un certain rapport au monde. Le Collège de France a pour devise et pour d'ailleurs mission d'enseigner la recherche en train de se faire. Donc ça, c'est ce que font mes collègues en chimie, en mathématiques ou en philologie ou en archéologie. Ils ont des laboratoires, ils ont des chantiers et ils donnent en direct, si j'ose dire, et à tout le monde les résultats de leur recherche, ce qui est déjà pas rien, ce qui est déjà d'une certaine manière aussi un engagement. Mais moi, je suis historien et je suis historien médiéviste. Je travaille sur l'Italie, les villes italiennes, les pouvoirs symboliques. Je veux dire, c'est pas la chimie des matériaux hybrides. Enfin, je parle un langage naturel. Tout le monde peut comprendre. Donc, il me faut aussi, d'une certaine manière, trouver une voie d'accès à cette exigence de transmission. Et c'est pourquoi j'ai choisi d'avoir aussi ce versant de mon activité de l'histoire publique, voilà, à la radio, au théâtre, de plus en plus au théâtre d'ailleurs, mais ça c'est de la création d'une certaine manière. Et puis à la télévision, c'est pas ce que je préfère, la télévision, mais enfin quand même, j'ai fait des documentaires pour Arte et ça me semble assez naturel d'élargir le spectre depuis une recherche un peu exigeante. Mes cours au collège le sont quand même. Enfin, c'est des cours publics, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est des cours de vulgarisation, c'est plutôt le contraire. Mais voilà, l'histoire ne vaut que si elle est partagée généreusement. Donc il faut aussi faire ça. Et je le fais avec plaisir. Merci beaucoup. Et justement, puisqu'il y avait les émissions, puisqu'il y avait sur Arte donc, quand l'histoire fait date, je fais une publicité pour ce livre passionnant. Et ce n'est pas de la publicité, c'est vraiment un acte essentiel que de lire l'histoire fait date. Parce que justement, il y avait les émissions sur Arte. Quel était l'intérêt pour vous de publier? C'est vrai que j'ai fait 2 émissions sur Arte, l'une qui s'appelle Quand l'histoire fait date, l'autre qui s'appelait Faire l'histoire et qui faisait l'histoire à partir des objets. Et l'émission Faire l'histoire a été diffusée. On a fait une 60aine d'épisodes, c'est quand même beaucoup. Et puis là, Quand l'histoire fait date, on en avait fait 30. On est en train d'en faire 15 nouveaux. Je suis en train de refaire une saison, la 4e saison de cette série documentaire. C'est vraiment un travail très collectif. Ce sont des films au départ. Donc il y a un moment où, comme en ce moment, ce qui est intéressant pour les étudiantes et les étudiants, c'est de dire effectivement qu'on n'est pas seul quand on fait de l'histoire. Si ça vous intéresse, justement l'histoire publique, ça fait vivre beaucoup de gens. Là, je sais pas, on est en vitesse de croisière là, de production télévisuelle, et donc il doit y avoir pas loin d'une 60aine de personnes qui travaillent là-dessus. Voilà, donc ça crée aussi de l'activité, de la valeur. Puis moi, je suis juste celui qui écrit et qui dit les textes. Et donc, à un moment donné, j'ai eu l'envie de faire quand même un livre avec tout ça. Mais c'est quoi? Ce sont des épisodes qui, alors là, pour le coup, disent une histoire qui n'est absolument pas celle dont je suis le spécialiste, puisque ça va d'Akhenaton au 11 septembre 1973, le coup d'État de Pinochet au Chili. Je suis évidemment spécialiste ni d'Amérique latine, ni de l'Égypte pharaonique, mais l'histoire, c'est effectivement une discipline, mais c'est aussi un regard.
Et j'ai essayé de montrer qu'au fond de ce travail collectif, voilà, parce que je ne suis pas seul pour faire ça, je pouvais montrer comment il rentrait alors en résonance, justement. Voilà, c'est-à-dire que j'ai considéré que c'était intéressant de faire un livre à partir du moment où je pouvais mettre en résonance, justement, différents 3 à 3, différentes dates pour essayer de rendre compte de ce que c'est justement qu'une date, de ce que c'est qu'un événement, et ainsi de faire une sorte de grammaire du temps. Voilà. En gros, je dirais que c'est peut-être mon livre le plus grand public, parce que je raconte des choses assez simples, hein, l'assassinat d'Henri IV, la mort de Saint-Louis, ou la bataille d'Alésia. Bon, mais dans son agencement, c'est un livre qui, d'une certaine manière, porte ce que je crois avoir compris. Bon, disons, non, ça c'est encore trop pompeux. Disons ma philosophie portative de l'histoire. Voilà, ce que je transporte avec moi de conception du temps, de l'événement, de ce que c'est qu'une durée, de ce que c'est qu'une attente, de ce que c'est qu'un surgissement, un oubli, une occultation, enfin toute la gamme en fait de ce qu'on peut faire avec du temps. Oui, c'est exactement ça, cette mise en intrigue. En fait, c'est votre participation personnelle. C'est pour ça que vous avez signé ce livre. Alors peut-être qu'on pourrait revenir sur ce travail collectif. Donc votre année 2015 peut-être aussi, avec ce triptyque sur la date, qui était à la fois un travail en binôme, puis un travail collectif avec l'histoire mondiale de la France, et puis ce travail qui est à la fois collectif, mais que vous agencez, que vous signez seul. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce triptyque depuis 2015, cette date peut-être? Oui, c'est vrai que... Mais excusez-moi, c'est après coup que j'ai compris que tout cela faisait triptyque, comme vous le dites justement. Au départ, on fait ce qu'on a à faire, ce qu'on croit devoir faire, et parfois ce qu'on aurait aimé ne pas faire. Par exemple, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Prendre date » avec un ami romancier, écrivain, Mathieu Riboulet, malheureusement décédé aujourd'hui, sur les attentats qui ont ensanglanté Paris le 7, 8 et 9 janvier 2015. Voilà assurément un livre que j'aurais préféré ne pas écrire. Mais ça nous a pris, ça nous a saisis. On a eu l'envie, certainement pas, mais on a ressenti le besoin, l'ardente nécessité d'inscrire quelque part dans un livre le témoignage d'une conscience blessée, et de le faire à deux, Mathieu Riboulet et moi. Ça s'appelle « Prendre date ». Et c'était organisé en date, 7 janvier 2015. Enfin, ça commençait même la veille, 6 janvier 2015, 7, 8, 9, jusqu'au 11. Comme des dates... vous savez, il y avait une ancienne, ça existe toujours d'ailleurs, une collection qui s'appelait « Les dates qui ont fait la France ». Celle-là, on faillit la défaire. Et il me semblait que ça devait être peut-être ma seule contribution à l'histoire de France, dont je ne suis nullement spécialiste. Je travaille sur l'Italie du Moyen-Âge, de la fin du Moyen-Âge. Mais voilà, ça nous avait saisis. Ça s'appelle « Prendre date ». Puis à la fin pour raconter le 11 janvier 2015, c'est-à-dire ce moment où, voilà, 2,5 millions, 3 millions peut-être, de personnes défilent dans les rues de Paris, derrière, plus exactement, une quarantaine de chefs d'État venus du monde entier pour témoigner d'une chose totalement extravagante quand on y réfléchit, c'est que cette violence politique qui s'était exercée dans la capitale de la France blessait quelque chose de la conscience universelle, comme si, qu'on le veuille, alors qu'il y avait aussi des attentats à Tunis, à Sanaa et à Bruxelles, et que les morts, évidemment, se valent partout, mais qu'il
il y a quelque chose, dès lors qu'il s'agit de liberté d'expression et dès lors qu'il s'agit de ce que le monde peut encore prendre comme une patrie de l'universel, qui engageait justement en résonance le monde entier. Et à ce moment-là, pour raconter cette histoire, me vient une phrase du jeune Michelet qui ne fait pas encore de l'histoire, mais de la philosophie de l'histoire. Il a 30 ans, et il écrit une introduction à l'histoire universelle, où il écrit « Ce ne serait pas trop du monde pour expliquer la France ». Ce qui veut dire que même si on se donne comme objectif d'expliquer la France, on ne peut pas le faire qu'en France. Il faut expliquer la France par le monde. Voilà. Et puis, 2015, voilà, je suis élu au Collège de France et je dois faire une leçon inaugurale. Et la leçon inaugurale, c'est quand même un moment où on a quand même rendez-vous avec une parole. Il faut quand même dire quelque chose. Et je dois la faire le 7 décembre 2015. Je le sais depuis 6 mois. Je ne travaille qu'à ça. Et il y a le 13 novembre 2015 qui arrive. Bon. Et puis c'est un peu l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que c'est un moment oui, on va dire quand même un peu d'accomplissement individuel quand même, mais qui se loge dans un désastre collectif. Et alors, l'exigence, la nécessité, c'est de se dire mais comment convertir une réussite individuelle en avancée collective? Est-ce que ça va servir à quelque chose? Donc je réécris tout ça et je prononce une leçon inaugurale qui s'appelle « Ce que peut l'histoire ». Et quelques jours avant, on avait décidé de prendre cette phrase « Ce ne serait pas trop du monde pour expliquer la France » comme sésame pour raconter une histoire mondiale de la France par date, qui paraît en 2017, en même temps que quand l'histoire fait date. Donc on peut dire, oui, que ces 3 livres, tous 3 d'une certaine manière collectifs, prendre date, quand l'histoire fait date, histoire mondiale de la France, organisée par date. Pardon pour mon explication un peu longue, mais il fallait passer par là. Passe justement parce qu'il y a de plus simple, de plus adressé, de moins intimidant dans l'exercice de l'histoire. C'est les dates. Voilà. Pour en subvertir un peu l'exercice et pour exercer effectivement son métier et pour dire ce que peut l'histoire. Subvertir, puisque vous dites, c'est le début de votre ouvrage, je n'ai jamais su retenir les dates, et avec cette idée aussi de retenir le temps, et un aspect en résonance, c'est aussi la lutte contre l'accélération du temps. Donc, que peut l'historien face à cette accélération du temps? Et est-ce que de mettre la date comme l'héroïne de l'histoire, tout en virevoltant, et puis en fait, vous parlez de chronologie qui n'est pas du tout logique. Et quelle est votre manière personnelle de faire de l'histoire, de triturer le temps, de le sédimenter, votre approche en fait par date qui n'en est absolument pas une, ou votre approche qui n'est pas par date et qui en fait l'est? Vous savez, pendant longtemps, on a opposé l'histoire et la mémoire. On a même thématisé, au fond, une histoire qui devait produire un récit unanime, commun, contre les agressions de mémoire concurrentes et effervescentes. Moi, j'ai jamais considéré ça ainsi. Et lorsque on raconte l'histoire, que ce soit effectivement à des étudiants, à des élèves, à un public, à mon avis, on doit à la fois dire le récit qu'on attend de nous et nous dire, au moment même où on raconte le récit, les difficultés qu'on a à le faire. Moi, un de ceux qui m'a donné envie de faire ce métier comme je le fais, c'est un médiéviste qui s'appelle Georges Duby,
qui se racontait toujours en train de raconter l'histoire, ou plus actuellement, qui racontait ses difficultés à la raconter. Et qui disait « je dis je pour avertir le lecteur, pas pour me mettre en avant, mais pour dire tout au contraire, ce n'est que moi. Ne me croyez pas sur parole. Je ne dis pas le vrai parce que je suis historien, je ne suis pas inspiré, ça ne me tombe pas du ciel. Je travaille. Donc je vous dois de vous montrer, de vous expliquer comment on fait. Donc pour moi, histoire, mémoire, d'une part, histoire, historiographie, d'autre part, récit et récit de méthode et intrigue théorique, enfin, doivent être indissociables. Il faut raconter tout ça du même élan, du même allant. Et l'histoire mondiale de la France, c'était ça. C'était, au fond, essayer de réconcilier l'art du récit, des narrations entraînantes, avec l'esprit critique, avec la pensée critique, la déconstruction. C'est pas un gros mot, mais la déconstruction, elle ne détruit pas, elle explique ce qu'elle fait. Voilà. Donc, pour moi, par exemple, si on raconte n'importe quelle histoire, on se raconte en train de la raconter. Je parlais à Akhenaton. Bon, franchement, même si vous parlez à des enfants qui ont plus de chances de vouloir être égyptologues que historiens, et les gens, ils s'intéressent aux égyptologues, ils ne s'intéressent pas aux pharaons. Ce qui les intéresse, c'est l'enquête. Donc on raconte l'enquête. Et à partir, effectivement, de la mémoire de l'événement. Moi, je voulais être archéologue quand j'étais petit, évidemment. Et l'archéologie, c'est ça, ce dont vous parlez. Hein. L'archéologie, eh bien, contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire si on ne la pratique pas, elle ne consiste pas à aller creuser un temps qui s'est sédimenté sagement, le plus ancien étant au fond. Oui, en gros, c'est comme ça. Sauf que les sédimentations sont tourmentées, comme disent les archéologues. C'est-à-dire que ce qui est très ancien peut remonter. Et le sol, c'est ça. Et au fond, le sol ou l'esprit humain. Il suffit de vivre pour comprendre ce que je veux dire. Il y a des événements passés qui sont enfouis, qui sont profonds, mais qui agissent. Et qui parfois ressurgissent. Bon, la littérature, c'est ça. Bon, voilà. Donc, faire l'histoire, c'est mettre en rapport ces différentes textures du temps, un événement. C'est un historien du contemporain qui le disait, Pierre Laborie, c'est ce qui advient de ce qui est advenu. Donc, c'est par la mémoire qu'elle surgit. Voilà. Vous parliez de Duby tout à l'heure et justement d'en faire profession d'historien. Il y a une photo de Duby qui est sur le terrain. Et oui. Vous parlez d'archéologie, mais aussi de le rapport au monde, c'est le rapport à la terre, au lieu. Vous répétez parfois ça a eu lieu, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé là, ça a eu lieu là. Il nous reste des traces. Donc comment, notamment devant nos étudiants là, transmettre ce rapport à la trace, mais se dire ici ça a eu lieu et revenir sur cette photo de Duby qui montre à ses étudiants un lieu où plus rien ne se passe et pourtant c'est là que ça a eu lieu. Je crois qu'on est en 1952 ou 53, il est à Aix-en-Provence, donc moi j'y étais pas, vraiment pas, j'ai un argument en béton, j'étais pas né, de loin pas. Et pourtant je trouve que cette photo est très ressemblante, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au fond je dis, ben oui, il fait un geste qui est un geste qui soulève. Et c'est-à-dire qu'il est là, il montre quelque chose, et puis on voit la ligne de regard de ces étudiants qui voient simplement ce qu'il montre. Voilà. Daniel Arras disait « l'histoire de l'art donne à voir ». C'est vraiment très simple comme définition. Mais c'est très beau, donne à voir. L'histoire de l'art, c'est ce qui donne à voir. Donc, on montre quelque chose, on suit le doigt, on voit. L'histoire, tout court, donne à voir. Il y a une imagination de l'histoire. Et ça, Duby, c'est un maître de la... Et c'est de ça dont on parle, hein, Johanna, c'est-à-dire qu'une historienne, un historien, il produit des imaginaires sociaux aussi. Donc dans cette photo,
on voit voilà, comme une houle des regards qui se soulèvent. Et donc il y a vraiment une force de soulèvement, y compris au sens politique, hein, dans le geste d'émancipation de l'histoire. Donc oui, cette photo, elle est assez belle, et puis d'une certaine façon, elle me rappelle que moi, ce que j'ai le plus aimé dans mon métier d'enseignant, c'est d'organiser des voyages d'études. C'est-à-dire de délivrer au sens propre des étudiants, c'est-à-dire de les sortir le nez des livres pour les mettre en situation, pour qu'ils se cognent le nez au réel. Parce qu'il y a des lieux pour l'histoire. Et donc c'est cette ancienne, là, c'est cette ritournelle, ça a eu lieu. Ça veut dire un peu de temps, c'est logé dans un peu d'espace. Et c'est ce qu'on appelle une trace. Donc voilà, il y a la trace et l'aura. Et puis, dans ce livre-là, Quand l'histoire fait date, par exemple, je mets en rapport, en résonance, des événements qui n'ont rien à voir, comme, je sais pas, je parlais d'Akhénaton, donc ce pharaon dont on a voulu, parce qu'il avait plus ou moins prophétisé le monothéisme au XIVe siècle avant notre ère. C'est un pharaon qui a subi la damnatio memoriae, je le dis en latin, mais enfin en gros, ça veut dire effectivement qu'on a voulu l'oublier, et pourtant aujourd'hui, si on fait un sondage, qui vous connaissez comme pharaon? Bon, ben voilà, Ramsès, Toutankhamon, Akhénaton, en gros. Voilà. Donc, ceux dont on aurait dû oublier jusqu'à l'existence sont ceux qui ont, d'une certaine manière, passé le mur de l'oubli. Et puis, cette histoire-là, je la raconte en écho, en résonance avec le 17 octobre 1961, le massacre des militants du FLN à Paris. C'est un mensonge d'État, on le sait aujourd'hui. On a voulu effacer les traces, mais c'est comme dans tout bon roman policier, pour Akhénaton comme pour Maurice Papon, le 17 octobre 1961, si vous voulez effacer des traces, vous en laissez d'autres. Vous laissez d'abord les traces que vous n'avez pas pu effacer, et vous laissez surtout les traces de votre volonté de les effacer. Voilà. Et donc, c'est toujours comme ça en histoire. Vous allez voir, si vous voulez en faire, c'est ça qui est marrant. Rien n'est jamais perdu pour l'histoire, disait Walter Benjamin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très très rare les entreprises réussies d'éradication politique d'une mémoire. Il reste toujours quelque chose. Justement, en vous écoutant, je repensais à 1324. C'est à la fois vous cherchez les traces qu'on a voulu effacer, mais vous, pour le Mali 1324, je pense que cet épisode est fabuleux. Enfin, je pense que c'est un des épisodes, des événements qui m'a le plus bouleversée, et dans votre approche aussi d'un monde qu'on ne connaît pas. Et je pense que peut-être là, en résonance, c'est permettre aussi par le travail d'historien, par le travail aussi et Arte et un livre plus grand public, de proposer le travail des historiens de l'Afrique médiévale. Et donc là, est-ce que c'est possible déjà pour les rares qui n'ont pas encore lu pour 1324, là, vous avez sorti de l'oubli, mais c'est une... Oh non, je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de livres sur... il y a la thèse d'Adrien Collet aujourd'hui sur le sultanat du Mali. Il y a mon collègue François-Xavier Fauvel. Oui. 1324, c'est le pèlerinage à la Mecque de Mansa Moussa, roi du Mali. Et c'est effectivement... Alors, est-ce que c'est un événement historique? Enfin, pour lui, oui, c'est important, puisqu'il accomplit le rituel, l'un des piliers de l'islam. Il va en pèlerinage, mais comme c'est un des rois les plus riches du monde, on le sait jusqu'en France, hein, il est représenté sur l'Atlas catalan, brandissant une pépite d'or, et cet Atlas catalan, il se trouve dans la librairie, c'est-à-dire la bibliothèque de Charles V, à Vincennes.
au Louvre, puis à Vincennes. Bon, bref, donc c'est un voyage qui a stupéfié le monde, quoi. Voilà. Et donc le raconter, c'est raconter aussi une histoire interconnectée des mondes médiévaux où le Mali eh bien, n'entre dans la conscience du monde qu'à partir du moment où son souverain arrive à la Mecque, et c'est-à-dire rentre dans le phare documentaire d'un des pays les plus intensément documentés, justement, qu'est l'Égypte mamelouk. Et c'est vrai que, voilà, on fait une émission sur Mansa Moussa, bon, très bien. Qu'on voit sur YouTube, je crois que celle-là, c'est pas loin de 1 million de vues. On se dit, ah, c'est pas mal quand même. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde qui, sans doute, pouvait ignorer jusqu'à l'existence même du Mali médiéval. Donc, à ce moment-là, on n'a sans doute pas totalement perdu son temps, mais je n'ai accès à aucune des langues, et à commencer par l'arabe, je ne suis pas arabisant, aucune des langues qui permettent de raconter cette histoire. Donc, encore une fois, voilà, ça ne vaut que parce qu'il y a une recherche, qu'il y a une recherche collective, qu'il y a des institutions, qu'il y a le CNRS, qu'il y a des universités, qu'il y a le centre français d'Addis Abeba, enfin, quand il n'y a pas la guerre, qu'il y a l'IFAO, l'Institut français d'archéologie occidentale au Caire, enfin quand c'est possible, enfin il y a tout ça. Donc pardon, mais c'est vrai qu'il ne s'agit pas ni d'héroïser, et encore moins de personnaliser ça. On vit aussi en France et il faut défendre les institutions. On parle effectivement d'action culturelle, tout ça s'inscrit dans un certain contexte politique. Je parle d'une chaîne publique, Arte. Je parle d'une recherche publique. Et puis je parle aussi à l'occasion d'un éditeur, Le Seuil, qui peut faire son boulot. Mais voilà, chacun fait son travail. On fait une dernière question. Je voulais un petit peu vous poser une question peut-être brutale. Est-ce qu'il faut qu'on s'inquiète ? Il y avait dans Un été avec Machiavel, je vais lire un extrait, rien que de très banal. Au fond, l'intérêt pour Machiavel renaît toujours dans l'histoire, au moment où s'annoncent les tempêtes, car il est celui qui sait philosopher par gros temps. Si on le relit aujourd'hui, c'est qu'il y a de quoi s'inquiéter. Il revient, réveillez-vous. Ah, c'est marrant, j'avais oublié. Non, j'avais pas oublié l'argument, parce que évidemment, d'abord, l'Europe ne l'a jamais oublié. C'est vrai que Machiavel est un auteur pour gros temps. C'est un auteur qui revient d'abord plutôt pour les perdants de l'histoire. C'est Gramsci qui le lit en prison. Voilà. Et d'une certaine manière, son acuité, son actualité est aiguisée par le tranchant des défaites. Donc aujourd'hui, l'actualité machiavélienne, c'était effectivement l'objet de ce livre, mais d'un d'avant, en fait, Léonard et Machiavel. Bon, Machiavel, voilà, je travaille sur l'Italie du XVe siècle, donc forcément, je travaille sur Machiavel, mais je ne travaille pas sur lui, je travaille avec lui. Enfin, je considère que c'est un frère d'armes, mais plutôt le compagnon des mauvais jours, oui. C'est vrai. Et le prince, évidemment, est le bréviaire de ceux qui craignent que la liberté soit atteinte. Voilà. Et non, je trouve ça marrant parce que il revient, réveillez-vous. J'ai commencé hier au Collège de France, justement, j'ai fait cours sur la politique de l'amour. Bon, parce qu'il faut se détendre un peu. J'ai fait 2 ans de peste, voilà. Bon, donc là, c'est politique de l'amour, voilà. Et puis, vous savez, au Moyen Âge, les auteurs d'art d'aimer sont aussi les auteurs de l'art de gouverner. Il y a une sorte d'érotisation en fait du débat
politique, à partir de différents motifs littéraires comme le rêve. Par exemple, j'ai fait un rêve. Il n'y a pas que Martin Luther King qui le dit, c'est évidemment une pensée chrétienne de la vision ou du songe, mais c'est aussi sa politisation. Voilà, donc par le rêve, on peut dire des choses. Et depuis hier, on travaille avec mon ami et collègue François Foronda à faire une histoire de la conscience politique au Moyen-Âge, et on a appelé ça les littératures du réveil. Donc c'est pour ça que j'avais oublié, là, il revient, réveillez-vous. Se réveiller, to wake up, enfin walk, okay. Ça veut dire effectivement, c'est pas la peine de rester endormi. Ça veut dire aussi veiller. C'est curieux, hein, le mot veille en français dit à la fois l'antécédence et la vigilance. On veille pour essayer d'être attentif à ce qui vient et que ça ne soit pas demain la veille. Donc oui, bien sûr, mais je le ressens comme vous toutes et tous. Oui, il y a de quoi s'inquiéter. Et voilà, j'ai écrit un petit livre là au mois de septembre qui s'appelle Le temps qui reste, sur la crise de l'imminence, sur le fait que on peut avoir le sentiment qu'il y a un compte à rebours sur différentes catastrophes à venir, la plus évidente étant la catastrophe politique, mais il y a aussi une catastrophe environnementale en cours, et on serait bien malin, inspiré de croire que si le compte à rebours a commencé, alors l'échéance est inévitable. Non, parce que l'histoire, c'est pas une école de la fatalité. C'est même très exactement le contraire. L'histoire, je pense qu'on peut dire que c'est l'art de se souvenir de ce dont on est capable. Ça, c'est ce que dit Hannah Arendt. C'est l'art de se souvenir de ce dont on est capable, de ce dont les femmes et les hommes en société sont capables. Du pire. Donc dans ce cas-là, on va dire c'est un devoir de mémoire. Demain, toujours au Collège de France, où j'anime une petite revue numérique qui s'appelle Entre-temps, on fait une journée sur les 30 ans du Rwanda. Avril 1994, 30 ans. C'est ce qu'on appelle un passé récent. Et 30 ans après un événement commence une zone dangereuse. Le moment où on risque d'oublier et surtout de déformer le souvenir. Donc, c'est l'art de se souvenir de ce dont on est capable, du pire, mais aussi parfois du meilleur. Et donc, c'est une manière de rappeler à la puissance d'agir. Voilà. Donc, Machiavel, c'est ça. C'est un écrivain énergique qui nous dit « Réveillez-vous, secouez-vous, vous pouvez faire quelque chose. » Voilà. Et y compris au pire moment. Donc, oui, il y a cette fonction d'alerte que j'aime bien et qui fait que la crise que traverse Machiavel, donc c'est un homme des communes italiennes, c'est un républicain, il a subi un coup d'État autoritaire, celui des Médicis en 1512. Il n'est pas du tout content que la République soit en train de céder face à la tentation d'un pouvoir autoritaire. Cette situation politique rentre en résonance avec la nôtre, mais c'est parce que la politique, c'est comme l'amour. Le nombre de choses qui peuvent vous arriver n'est pas infini. Vous tombez amoureux, vous n'êtes plus amoureux, vous vous faites larguer. Bon, voilà. En politique, tout a déjà été expérimenté. Donc vous pouvez lire ce que vous voulez, Confucius ou Shakespeare. De toute façon, les situations politiques, c'est toujours un peu les mêmes. Et donc c'est pour ça qu'il n'est pas totalement inutile de s'alerter en faisant de l'histoire. Et puis, donc j'ai le droit à une dernière question, a priori, et aussi
de conjurer la peur. J'aimerais peut-être aussi parce que c'est l'ouvrage que vous avez écrit qui m'a le plus ébranlé et guidé, et par l'écriture et tirer la corde en fait. Comment comprendre aujourd'hui dans notre rapport au monde l'analyse que vous a inspiré la fresque et comment ce rapport au monde dans cette idée d'une imminence de l'événement qui arrive, comment lire, comment tenir les fils et comment tenir la corde en fait. Rapidement, parce qu'effectivement il faut qu'on parle et je me rends bien compte que je réponds trop longuement. C'est un livre, Conjurer la peur, sur un événement de peinture, Sienne 1338, c'est-à-dire le désir d'un peintre politique, Ambrogio Lorenzetti, de mettre en travers d'une évolution politique qu'il craint, qu'il redoute, qu'il sent arriver, c'est-à-dire l'effondrement de la commune face au pouvoir autoritaire du Seigneur, la destruction du gouvernement du bien commun, qui est celui de Sienne, de sa cité, et de mettre en travers de cette évolution une sorte de démonstration en peinture de ce qu'est le bon et le mauvais gouvernement qu'il peint à fresque dans le Palazzo Comunale et le Palazzo Pubblico de Sienne, et mettre en contraste une cité ensauvagée par la guerre d'une cité pacifiée par la justice. Voilà. Donc c'est une image que je regarde pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour ce qu'elle a tenté de prévenir, sans y parvenir évidemment, et pour aussi sa capacité d'actualisation. C'est pour ça que le sous-titre, c'est « Essai sur la force politique des images ». Et la force politique des images, c'est de s'arracher à leur contexte pour nous parler à nous aujourd'hui, tel qu'on est. Voilà. Et on est lié à elle. Donc il y a toute une histoire de la concorde qui est ce lien, une corde au sens propre, mais un lien qui libère, en fait. C'est un lien qui rend solidaire. Et c'est ça qui est assez beau, c'est-à-dire que vous pouvez y aller. À Sienne, vous allez être face à face avec cette image et vous serez, elle et vous, contemporains. Ça a eu lieu. Vous êtes dans la même pièce. Donc on ne peut pas dire que c'est une image du XIVe siècle, c'est une image depuis le XIVe siècle. Elle est là depuis le XIVe siècle. Et même si elle vous semble un peu fragile, c'est vous qui êtes fragile. Elle va vous survivre probablement. Donc, et c'est pour ça que Benedetto Croce disait « Il n'y a d'histoire que contemporaine ». C'est du fait de cette mise en contemporanéité. Voilà. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on peut vouloir être historien, c'est parce qu'on est amoureux du présent, et d'essayer de voir ce que ça nous fait aujourd'hui. Merci Patrick. Vous n'aimez pas avoir le dernier mot, mais vous allez quand même l'avoir. Et Anne, c'est toi qui... On va peut-être... Je gère le micro pour les questions. Ah d'accord. Merci pour vos propos passionnants, mais qui m'interpellent parce que je m'interroge par rapport au temps de l'actualité et le temps de l'histoire. Alors qui m'interpelle parce que vous venez de faire référence au Rwanda en disant c'est 30 ans, c'est l'époque où il y a des choses qui disparaissent. Moi je pense aussi que c'est aussi important parce qu'il y a des acteurs directs qui disparaissent. Donc certes, il y a des témoins qui disparaissent, mais il y a la parole qui se libère, peut-être. Et j'étais aussi interpellé parce que vous avez écrit sur les attentats de janvier, et vous l'avez écrit rapidement, et les attentats du 13 novembre ont perturbé la rédaction de votre discours inaugural du 5 décembre. Donc, comment vous situez le temps de l'histoire, le temps de l'actualité et le temps de l'histoire ? Le temps de l'histoire ne peut pas être toujours aux abris. On ne peut pas toujours le protéger des assauts du présent. On le doit. À un moment donné, effectivement, on ne peut pas être tout le temps dans le flux. Et puis, je ne vais pas... à un moment, on s'est posé la question avec Mathieu Riboulet du 13 novembre. Mais bon,
on n'est pas chroniqueur du désastre. Et puis on doit faire d'autres choses aussi. La vie continue, etc. Et donc ça veut dire que ce contemporain, ce temps politique, ce temps qui nous est immédiatement, le temps qu'on vit, pour moi le contemporain, je veux pas qu'il éclabousse tout mon travail d'historien. Parfois ce travail d'historien, je veux le laisser un peu à l'abri, mais je veux l'objectiver, c'est au sens propre, c'est-à-dire je veux l'avoir à l'œil, je veux que le contemporain soit toujours devant moi. Vous voyez ? Je vais vous donner un exemple. J'ai fait là ce que j'essaye de faire et ce que je n'arrive pas à faire, parce qu'on ne parvient pas toujours à faire ce qu'on veut faire, c'est faire des 2 ans de cours que j'ai consacrés de manière un peu obsessionnelle à la peste noire, un livre. Puis l'année dernière, j'étais en année sabbatique pour écrire ce livre et j'ai pas réussi. Pourquoi ? Parce que j'avais choisi ce sujet, la peste noire, donc la seconde pandémie de peste dans son moment paroxystique, 1347-1352, il y a 5 ou 6 ans, pour son inactualité historiographique, parce que je trouvais qu'on n'en parlait pas beaucoup, qu'on n'en parlait pas assez, que ça ne faisait pas événement dans le récit médiéval. Donc j'ai travaillé silencieusement, puis à un moment donné, je devais rendre publique cette recherche, donc au Collège de France, enseigner la recherche en train de se faire, et c'est le Covid. Et j'enseigne devant un amphi vide, dépeuplé. Pas dépeuplé, en fait, non, j'avais droit à 10 doctorants qu'on étalait comme ça. Et puis à la fin, je me dis, ah ouais, c'est comme le Décameron, en fait, ils sont 10 aussi. Et très exactement, il y avait 7 femmes et 3 hommes. Bon. Et donc, voilà, un objet du passé, la peste noire, s'est laissé contaminer par les hantises du présent. Et là, j'arrive pas à écrire ce livre parce que c'est encore présent. Je voudrais que ça redevienne un peu inactuel. Donc, on a besoin de calme pour écrire l'histoire. Vous avez tout à fait raison. Et cette notion de passé récent, elle est intéressante sur le Rwanda. Moi, ça me... la semaine dernière, j'étais au Portugal. C'est les 50 ans de la révolution des œillets. Exactement, de demain, le 25 avril 1974. Ils n'avaient pas vraiment prévu que 50 ans après la révolution des œillets, il y ait 50 députés d'extrême droite qui participent au gouvernement. Donc ils sont dans un moment un peu étrange. Voilà, j'ai passé une semaine à Porto et à Lisbonne. Mais 50 ans, c'est pas 30 ans. Pour le Rwanda, souvent, les historiens sont plus jeunes que les témoins. Et quand on y pense, c'est pas exactement à ça auquel on est habitué. Donc, cette question de la mémoire, de la génération, de la transmission, je trouve que c'est une question passionnante. Monsieur le professeur, étant d'un âge assez avancé, ne soit forcément historien, plutôt technicien, mais je suis assez passionné par tout ce qui touche à l'histoire. Et vous avez dit d'entrée de jeu que la mission du Collège de France, c'était d'enseigner la découverte. C'est bien, mais moi, je suis un peu choqué, moi qui ai connu à titre professionnel les 30 glorieuses, je suis un peu choqué maintenant par ce qu'on appelle la démarche du wokisme. Est-ce que, dans votre démarche, vous, historien, est-ce que vous-même, vous ne ressentez pas une certaine gêne vis-à-vis de cette démarche un peu curieuse quand même? Tout dépend ce qu'on appelle par là, en fait. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche.
qu'est-ce que vous appelez le wokisme en fait? Parce que c'est ça en fait qu'il faudrait, ce sur quoi il faudrait s'accorder. Alors, pour moi, le wokisme, c'est de remettre en question l'histoire telle qu'elle est écrite par des historiens. Et pour moi, les historiens, c'est plus des gens qui travaillent avec des documents de l'époque et non pas qui commentent ce qui se passe maintenant. La guerre de 14-18, il vaut mieux la travailler avec des documents de l'époque plutôt que de prendre des démarches actuelles, que ce ne soit pas des journalistes. C'est un peu le reproche que je ferai à des journalistes par rapport à des historiens. D'accord, donc je comprends mieux ce dont vous voulez parler, parce qu'en réalité, wokisme est un terme de combat qui embrasse assez large et qui, d'une certaine manière, si par wokisme, on entend justement ce dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire un éveil vigilant à la discrimination, à l'injustice et à l'inégalité, alors je peux dire tranquillement que je suis woke. S'il s'agit de réécrire l'histoire, effectivement, ou de rétro-projeter, c'est ce que je comprends de ce que vous dites et de ce qui vous inquiète, un jugement moral sur le passé, alors évidemment qu'on n'a pas à faire ça. Enfin, les historiens n'ont pas à le faire, mais les sociétés le font. Et par exemple, on peut décider aussi que, puisque c'est souvent de cela dont on parle dans les querelles mémorielles, des statues déboulonnées, très honnêtement, je vais vous dire, on ne sera peut-être pas d'accord, mais les statues, comme les noms de rues, ça va, ça vient. Vous seriez très étonné, effectivement, si vous connaissiez dans le détail l'historicité de la monumentalité publique, y compris dans votre propre ville. Donc, qu'il y ait des moments de notre mémoire qu'on a moins envie de célébrer, je trouve ça assez logique. Voilà. Si vous me demandez s'il doit y avoir une encore une rue Bugeaud à Paris, je dirais non. Bugeaud, d'une certaine manière, est un massacreur colonial qui a, alors là, pour le coup, on peut dire des fois, il y a du bon et du mauvais, mais là, je ne vois pas où est le bon. Donc, oui, on peut débaptiser quelques rues. Moi, ça ne me pose aucun problème. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent plus. Ça ne veut pas dire qu'on réécrit l'histoire. Ça veut dire qu'on la connaît mieux. On connaît mieux quand même aujourd'hui l'histoire de l'esclavage qu'on ne la connaissait il y a 30 ans. Et donc, on peut considérer que certaines mémoires n'ont pas à être célébrées. Donc, de ce point de vue-là, peut-être qu'on ne sera pas d'accord, mais en tout cas, moi, c'est ça. C'est sur cette définition-là de ce que vous appelez le wokisme qu'on pourrait s'accorder sur nos désaccords. Oui, puis l'idée aussi de commémorer. Enfin, on peut avoir eu comme modèle, c'est un des aspects du cours de L2 justement, des modèles de personnages historiques qui sont présents dans la rue, toute cette statuomanie, mais peut-être que ce ne sont plus les modèles qu'on veut voir suivre aussi. Donc il y a aussi ce qui fait nation. Par exemple, cette question-là a commencé aux États-Unis il n'y a pas longtemps, il y a une quinzaine d'années, par le déboulonnage des statues des confédérés, du général Lee, notamment en Virginie, dans les États du Sud, c'est-à-dire de tous les chefs du Sud esclavagistes qui avaient été vaincus et qui étaient célébrés dans l'espace public. Mais en réalité, de quand dataient ces statues du général Lee? Elles dataient des années 1970.
C'est-à-dire dans ces États très conservateurs, enfin, très républicains, du combat contre les droits civiques. Donc, vous voyez ce que je veux dire? L'histoire, c'est une matière vivante. Il y a des politiques de commémoration. Je trouve normal qu'il y ait effectivement une politique d'État. On parlait du Rwanda, on est dans un cycle mémoriel normal, connaissance. Donc on ouvre les archives, c'est le rapport du clerc. Reconnaissance. Après le rapport du clerc, le président de la République vient à Kigali et dit ce qu'il a à dire. Il dit qu'il n'y a pas de complicité française dans le génocide, mais une responsabilité accablante. Voilà. Après, on peut discuter, complicité par complicité, mais enfin, il dit quelque chose. Donc, connaissance, reconnaissance et ensuite réparation. Pas forcément financière, mais réparation symbolique, etc. Là, on est dans un cycle, je dirais, mémoriel classique. Et puis, comme on est dans un espace public, et l'espace public, c'est effectivement le lieu, comme on le disait avec monsieur, où on s'accorde sur nos désaccords, on n'aura pas toutes et tous les mêmes sensibilités. Voilà. Donc, sur certaines références culturelles, certains vont être choqués, d'autres pas, et puis on essaye de s'organiser avec tout ça. Mais je trouve pas ça si terrible, en fait. Vous voyez, qu'on discute du passé. Et en tout cas, moi, je me sens pas, monsieur, attaqué dans mon autorité d'historien. Parce que l'histoire appartient à toutes et tous. Bien, j'ai le micro pour une autre question. Bonjour, monsieur le professeur. Je voulais revenir un peu en arrière dans votre carrière d'historien. Vous avez commencé par travailler sur l'Italie et notamment fait une thèse sur Milan. Oui. Alors là, j'avais deux questions. Une de curiosité, pourquoi l'Italie? Et puis ensuite, est-ce que l'Italie, vous travaillez sur l'Italie, vous paraît avoir été le socle sur lequel ensuite vous avez élargi votre vision, ou bien est-ce qu'elle s'est élargie naturellement par d'autres travaux sur d'autres sujets? Merci beaucoup, madame. C'est vrai que ça me ramène des choses assez simples. Tout n'est pas toujours théorisé. J'ai voulu travailler sur l'Italie parce que j'avais envie d'aller en Italie. Parce que, comme Angelo, à la fin du Hussard sur le toit, je vois ça à chaque fois. Vous savez, c'est la dernière phrase de Giono, ou presque. Il voyait les Alpes, il était au comble du bonheur. Moi, ça me refait ça à chaque fois que je passe les Alpes. J'avais choisi Milan parce que je me méfiais aussi de mes emportements, que j'avais pas envie non plus de tomber dans une nasse de beauté. Et je trouvais que Milan était une ville suffisamment revêche pour que je n'ai pas à me battre contre l'émotion esthétique. Et puis le coup a raté, parce que d'une certaine manière, je suis tombé amoureux de Milan. Si j'avais été un peu plus dégourdi, si j'avais mieux lu Stendhal, parce que Stendhal le dit, il dit, vous savez, le Milan, elle vous prend en traître. C'est pas comme Venise, comme Sienne, etc. Mais le cœur se brise à Milan. Le cœur se brise. Bon, voilà. Donc, je me suis mis à beaucoup aimer Milan. Et après, effectivement, le cœur de ma formation, c'est la ville. Puis je suis un peu monté en généralité comme ça. Donc j'ai travaillé sur Milan, puis sur les villes italiennes, et puis ensuite sur l'Europe urbaine. Puis ensuite, j'ai dirigé un livre qui s'appelait L'histoire du monde au XVe siècle, où avec un ami arabisant qui s'appelle Julien Loiseau, qui est spécialiste de l'Égypte mamelouk, on a fait un truc sur l'archipel urbain. Donc vous voyez, il y a une sorte de montée comme ça en généralité.
Et puis ce que j'essaye de faire le plus souvent, c'est de l'histoire comparée, en fait, des pouvoirs. C'est ça que je fais. Mais à partir de l'Italie, c'est vrai, vous avez raison, et c'est intéressant quand même. Je pourrais expliquer pourquoi. C'est une position, effectivement, qui, vue de France, permet de ne pas, par exemple, systématiquement poser la question de l'identité. Voilà. Si je travaille sur Milan, c'est parce que ça me semble un laboratoire politique de gouvernementalité intéressant, une ancienne grande commune qui devient une capitale d'un État princier. Voilà. Mais je ne cherche pas à savoir si je suis milanais, pas milanais. Voilà, je ne le suis pas. Et ça donne une liberté que j'aime bien. Je peux juste faire à la fois une liberté, mais dans votre ouvrage sur Ambroise, c'est l'obligation totale de faire une histoire presque totale. Enfin, vraiment, la trace et l'aura, c'est à la fois le lieu et c'est tout l'espace et embrasser tout le temps. Donc, Est-ce que c'est possible ça parce que justement, vous aviez cette base milanaise qui vous permettait... J'avais travaillé sur Milan, j'avais fait une thèse qui s'appelait « Le pouvoir de bâtir » sur l'ensemble de la politique édilitaire et architecturale des princes, les Visconti Sforza à Milan au XIVe, XVe siècle. Bon, c'est un travail universitaire, mais enfin bon, j'avais essayé de le faire proprement, j'étais assez content de moi. J'avais fait, oui, content de moi, non, enfin bon, voilà, j'avais fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu. Et puis... j'ai eu des comptes rendus dans les revues italiennes, puis il y en avait une qui m'avait un peu piqué, Archivio Storico Lombardo, qui disait ouais, c'est très bien, mais on voit que le mec il n'est pas milanais quand même. C'est-à-dire il n'a pas humé l'air lombard depuis, non, il disait l'air ambrosien depuis son enfance. Et je me suis dit, ah, mais ambrosien, ça veut dire quoi? Ça veut dire milanais? Ça veut dire catholique? Ça veut dire une certaine manière d'être catholique? Est-ce qu'on peut vraiment être seulement historien de ce dans quoi on est né? Bon, ça c'est quand même une question intéressante. Alors, je suis revenu à Milan, mais pour faire l'histoire d'un souvenir, qui est le souvenir d'Ambroise de Milan, qui est son patron, saint patron, au IVe siècle jusqu'au XVIe siècle. Donc, je me suis dit, tiens, je ne ferai jamais une histoire du Moyen-Âge, du millénaire médiéval, mais je peux quand même raconter 1000 ans de Milan. Faire une coupe comme ça, sédimentaire, mais vraiment, partir de la couche la plus récente pour moi, le XVIe siècle. Pourquoi le XVIe siècle? Parce qu'il y a un archevêque de Milan qui s'appelle Charles Borromée et qui se dit le nouvel Ambroise. Bon, et à partir de là, redescendre jusqu'à l'Ambroise historique et à faire une archéologie comme ça d'un souvenir très ancien, très enfoui. Et avec cette idée, parce que j'avais quand même quelque chose à dire sur l'identité, quoi. C'est-à-dire cette manière qu'a un lieu de tourner autour d'un nom propre. Ambroise de Milan fait que Ambroise est capté par la ville de Milan et Milan devient ambrosienne. Voilà. Et là encore, un rapport d'extériorité permet d'expliquer ça un petit peu froidement, parce que si je dis ça sur Jeanne d'Arc, ça va énerver tout le monde. Alors que sur Ambroise de Milan, en France, on considère que c'est pas grave. Bonsoir. Sur un autre sujet, peut-être plus lié au fait que vous êtes professeur au Collège de France. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez une opinion là-dessus, donc voilà. Quand j'ai passé le concours pour être enseignante et dans l'année de validation, on nous a dit l'histoire universitaire n'est pas l'histoire enseignée. L'histoire enseignée a pour but d'assurer les fondements d'une nation, en fait, voilà. Et elle n'est donc pas forcément liée à l'histoire universitaire. Elle est un autre récit, finalement. Et alors, pour moi, c'était de l'ordre de la trahison, donc ça n'est pas un mariage qui a tenu longtemps, mais voilà, j'ai senti dans
votre discours que vous aviez comme ça un regard qui pouvait être pluriel sur la question justement de l'histoire. Je me demandais si c'est quelque chose une chose à laquelle vous aviez peut-être réfléchi par le passé. Oui, ben bien sûr. C'est-à-dire ce que vous dites, si c'est ça, si vraiment on casse ce lien qui pour moi est organique entre l'enseignement et la recherche, parce que moi, être universitaire, ça veut dire être enseignant-chercheur, et j'ai toujours considéré que, n'ayant jamais été, mais pour des raisons, je dirais, sottement conjoncturelles ou biographiques, ou parce que, voilà, je suis né en 1965, donc je suis arrivé à des moments qui étaient les moments des hautes eaux des recrutements universitaires, ou quand on avait une thèse, on la bricolait en quelques années et puis on avait tout de suite un poste à l'université, donc on pouvait effectivement avoir une carrière essentiellement dans l'enseignement supérieur, ce qui a été mon cas. Voilà, ce qui n'est pas forcément une chance, c'est même plutôt voilà, un manque d'expérience. Donc j'ai aucune expérience de l'enseignement secondaire. C'est pour ça que j'ai toujours à la fois refusé de pérorer sur ce que devraient être ou ne pas être les programmes scolaires. Je crois à la fabrique scolaire du savoir. Voilà, il y a un savoir historique proprement scolaire qui se construit effectivement dans la classe, mais en même temps, je crois aussi à la solidarité de ce métier. Vous parliez du Collège de France. Il y avait un professeur au Collège de France, Pierre Bourdieu, à qui on avait demandé en 1981, au moment où il est arrivé, enfin 82 je crois, c'est le rapport Bourdieu-Gros, un rapport sur les savoirs enseignés, et le sous-titre était de la maternelle au Collège de France. Mais je trouve ça normal, bien sûr, les conditions d'exercice sont tout à fait différentes, mais c'est le même métier. Marc Bloch disait il faut savoir parler du même ton aux doctes et aux écoliers. Le vocabulaire a un peu vieilli, mais ça veut dire aux savants et aux élèves, d'accord ? Du même ton, je pense pas. Je crois qu'il faut adapter son discours, mais avec la même exigence. Oui, puis c'est la même méthode. C'est la même méthode. Donc là, il y a, je vais pas vous assommer avec ces... Le problème, c'est que ce sont des questions, quand on n'est pas enseignant, ce sont des questions qui sont très techniques. Et si je commence à vous expliquer que là, il y a une énième réforme des concours de recrutement, j'aurai besoin de 10 minutes et au bout de la 4e, vous allez vous endormir. Parce que c'est très technique. Mais en fait, les sujets très techniques sont des sujets très politiques. Et ce qu'on est en train de faire là, mais ça fait longtemps, c'est, sous couvert de professionnaliser, c'est ce dont vous parlez, l'enseignement scolaire, de le détacher de la recherche. Alors, les chercheurs ont une responsabilité, ils n'ont pas assez franchi le pont. Moi, dès qu'on m'invite dans un établissement secondaire, dès que je peux le faire, je le fais. Je ne veux pas être dans un rapport de, voilà, moi, l'expertise, ça ne m'intéresse pas. Mais par exemple, l'histoire du monde au XVe siècle, qu'on avait écrit en 2009, assez rapidement, il est rentré dans les programmes scolaires. C'est un peu comme ça maintenant qu'on... Et l'histoire mondiale de la France, d'une certaine manière, ça peut aider aussi certains collègues, et tant mieux. Parce que voilà, c'est la même discipline. Et prétendre que la recherche serait d'une certaine manière soit inutile, soit le trouble fait, soit effectivement ce qui compliquerait inutilement une transmission directe, civique, comme vous le dites, d'un récit commun, ça c'est pas bien. Parce que ce qu'il faut, de toute façon, on le comprend, c'est... on revient à quand l'histoire fait date. Enfin, je veux dire, vous faites une émission de télé, vous allez parler de choses un peu compliquées quand même. Mansa Moussa, sultan du Mali. Enfin, les gens ne sont pas là en train de prendre des notes. Enfin, ils ne vont pas retenir les dates.
Donc on va peut-être rien leur apprendre, mais on peut en revanche faire en sorte qu'ils comprennent. Et puis ce qui est magnifique avec l'histoire, c'est que moi, vous savez, je me souviens très bien des moments quand j'étais étudiant où j'ai compris des choses. Et là, ça fait clac. Et là, c'est inoubliable. Vous pouvez tout oublier, des dates, des machins, mais quand vous avez compris un mécanisme, et ça, c'est de l'ordre de l'émancipation, c'est inoubliable. Et être professeur, c'est être, d'une certaine manière, au spectacle, toujours émerveillé et toujours reconnaissant de ces déclics que vous voyez dans le regard de celles et ceux qui vous écoutent. Bah, ça n'arrive pas toujours. Mais quand ça arrive, c'est beau. Parce que vous savez que c'est... Puis ça sert à tout. Pas seulement à l'histoire. Ça s'adresse à nos vies, à nos existences. Vous parlez de politesse surannée, justement, pour Marc Bloch, en disant on apprend beaucoup à rien comprendre, et qu'il y a cette possibilité, vous parlez des séminaires où c'était pas... Pour Toubert, c'était pas la grande de démocratie participative comme éducation, mais c'est ça, c'est au moins pouvoir ne rien comprendre, mais apprendre, quoi. Ouais. Et cette politesse surannée, je trouvais que c'était beau. Oui, oui. Et c'est pour ça que, voilà, moi enfin des fois, alors là, on parlait de télé, effectivement. Quand à la télé, on vous dit qu'il faut être pédagogique, ça veut dire qu'il faut qu'aucun mot soit compliqué. Je dis, mais attendez, vous comprenez tout ce qu'on vous dit, vous, à la radio ? Il y a des mots compliqués. On baigne dans un océan de mots compliqués qu'on comprend plus ou moins. Et qu'on ne nous parle surtout pas des enfants, parce que les enfants, ce qu'ils adorent, c'est les dinosaures, c'est les mots très compliqués. Hein, ils adorent les choses compliquées. Donc, pour éveiller leur attention, il faut leur dire des choses qu'ils ne comprennent qu'à moitié. Ce qui fait que le travail pédagogique consiste effectivement souvent à simplifier des problèmes compliqués, voilà, à clarifier, à expliquer. Mais je ne déteste pas des fois aussi... provoquer de l'incompréhension. Vous croyez savoir ce qu'est, je sais pas, quelque chose de simple, la laïcité. Et puis à la fin, vous saurez moins bien. C'est pas si mal, parce que justement, on est là aussi pour opacifier les évidences. Pourquoi ça nous a plu ? Pourquoi on a tous pris, toutes et tous, non, mais enfin, ce chemin de l'histoire connectée, de l'histoire monde, c'est parce que ça permet de battre les cartes de l'étrangeté et de la familiarité. C'est-à-dire de se découvrir soi-même, pas toujours identique à nous-mêmes. C'est ça le piège de l'identité. C'est-à-dire des choses qui nous paraissent très loin, finalement, le Mali au XIVe siècle, si on se donne un peu de peine, on peut le comprendre. Et le comprenant, on va trouver étrange, en fait, la France du XIVe siècle. Donc, on aura à la fois des familiarités déplacées et une sorte d'étrangeté à nous-mêmes. Donc, rendre les gens un peu perplexes, c'est pas mal. C'est même très bien, même. Ouais, c'est très bien. Ouais. Merci beaucoup, Patrick. Merci à tous. Merci. J'oublie de vous dire qu'il y a donc, cher professeur, vous avez accepté de signer les ouvrages et il y a un libraire qui peut vendre aussi bien Conjurer la peur, La trace et Laura, enfin je ne sais pas. Donc, des ouvrages de Patrick. Merci à tous.